Je croyais qu'on allait lancer ça en mars-avril, balancer ça auprès de quelques dégènes et que ça allait faire bim bam boum et que tout le monde allait l'acheter. Pas du tout. Je suis le plus jeune bachelier de France, j'ai le bac à 14 ans à l'époque, et je suis le plus jeune agrégé de l'histoire de France de mathématiques à l'âge de 17 ans. Et donc je me suis retrouvé à payer en bitcoin un service dont j'avais besoin sur Second Life. J'ai fait la connerie de pas en acheter pour moi à ce moment-là. Et ben dans ma tête, ça a fait boum, ça a fait... En fait, ça c'est une allégorie. La musique est une allégorie de la blockchain. Bonjour à toi. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Ça court dans tous les sens, ça bosse, mais c'est bien. C'est le principe des salons comme ça. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis Samuel Sonnet, je suis chef d'orchestre, metteur en scène, producteur de spectacles, mais aussi artiste contemporain. Et en fait, pas comme avant tout ça, j'étais prof de maths. L'ensemble fait qu'aujourd'hui, je suis fondateur de Crypt, qui est donc une société pour faire de l'art crypto-conceptuel, de l'art contemporain dans le monde du Web3. Et comment on vient à donner des cours de maths à rentrer dans le milieu de la blockchain? Alors oui, dans la blockchain, finalement, de chiffres, voilà. Mais toi, quel a été ton parcours en fait vis-à-vis de ça? En fait, j'ai fait des maths, j'aimais ça, et puis il fallait aussi faire plaisir à papa, maman. J'ai un cursus particulier, j'ai commencé très jeune, je suis le plus jeune bachelier de France, j'ai le bac à 14 ans à l'époque de mon année, et je suis le plus jeune agrégé de l'histoire de France de mathématiques à l'âge de 17 ans. Ce qui fait qu'en fait, j'ai été très intéressé et identifié aussi pour faire des choses un peu originales et disruptives. En parallèle de ça, je faisais du piano. Donc à l'école normale, je me suis retrouvé à gérer les clubs musique, le club théâtre, je faisais un peu tout. Et quand on mélange les arts, ça me plaît. J'ai enseigné pendant 2-3 ans en classe prépa. Et puis après, j'ai très vite démissionné pour aller vivre plutôt d'un métier artistique. Ok, d'accord. Et quel a été ton déclic en fait de démissionner? Alors le déclic de démissionner, c'est qu'en fait, j'étais bien plus heureux à faire du spectacle vivant. Tu n'étais pas épanoui Non, j'étais beaucoup moins épanoui en tant que professeur de prépa ou d'université, à faire tous les ans la même chose. La même chose pas vraiment, mais c'est les mêmes programmes. Alors qu'à l'opéra, je faisais de l'opéra à l'époque majoritairement, tous les soirs je dirigeais un opéra différent, dans des lieux différents, dans des grandes salles. Et surtout, j'avais l'impression de servir un peu plus, de changer le monde un peu plus. Alors, j'ai eu de la chance d'être dans les deux métiers qui sont pour moi l'éducation et l'art, qui sont les deux endroits où on change le monde. Mais je préfère... On peut changer le monde, effectivement. On peut changer le monde, en tout cas, je pense que c'est plutôt conseillé de vouloir. Le métier artistique touchait l'émotion en plus. Il y a besoin d'une organisation. Mon cerveau scientifique m'aide dans mon métier d'artiste, mais c'est l'émotionnel qui prime, c'est l'idée, l'éthique, c'est toutes ces choses-là qui sont très importantes. Tout ce melting pot un petit peu qui a été super important pour toi dans ton parcours musical. Est-ce que tu peux justement nous parler de ton parcours musical? Donc d'abord, c'était des opéras. Donc j'ai créé pas mal d'opéras qu'on jouait d'abord en France, dans plein d'endroits. J'ai été assistant, j'ai été chef de chant aussi à l'Opéra Comique, à l'Opéra de Paris. Donc d'abord de musique classique. Puis un jour, j'ai découvert la comédie musicale et de Broadway. Et là, j'ai fait waouh, c'est génial. Moi qui adorais le théâtre, je pouvais mélanger les deux. Donc j'ai dirigé des comédies musicales comme Fame, par exemple, qui a joué à Paris. J'ai fait des Into the Woods, Le Violon sur le toit, West Side Story, j'ai fait plein de trucs. Et donc en parallèle de ça, j'ai commencé à produire mes propres spectacles qui ont eu plusieurs prix, des trophées de la comédie musicale, en tant qu'auteur, metteur en scène, producteur. J'ai travaillé dans différents lieux, j'ai créé une école qui s'appelle Musidrama, de comédie musicale. Et donc en gros, je me suis intégré dans tout ce qui va être pluridisciplinaire. C'était mon truc. Jusqu'à ce qu'arrive le Web3 et on va y venir. Mais mon parcours musical, à la base, c'est ça. Ok, d'accord, très bien. Mais justement, une transition parfaite. Comment est rentrée la blockchain dans ta vie? En fait, la toute première fois, on était en 2014, donc comment te dire que voilà, un ancien, mais j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que j'ai pas vu que ça allait devenir incroyable, et donc je me suis retrouvé à payer en bitcoin un service dont j'avais besoin sur Second Life. Parce que j'avais besoin de prises vidéo pour un de mes spectacles. Et donc on a filmé des trucs sur Second Life. J'ai payé à l'époque, c'était 50 € en bitcoin. Et j'ai fait la connerie. Ça représentait beaucoup de bitcoin. Ah ouais, j'ai fait la connerie de pas en acheter pour moi à ce moment-là. Et quand on a commencé à en parler, j'ai continué de regarder ça de loin. Jusqu'à ce que mon beau-père, qui est artiste contemporain, qui a des galeries un peu partout, surtout Allemagne et Liban, me dit, on me demande de faire des NFT. Toi qui fais des maths, explique-moi ce que c'est.
et j'ai pas su répondre. Et ça m'a énervé de ne pas savoir répondre. Ça t'a piqué au vif. Ouais, ça m'a piqué. C'était il y a 2 ans et demi. J'ai pas su répondre, donc je m'y suis plongé. Je me suis plongé dans le code, comprendre ce que c'est. Et quand j'ai compris, ça a fait boum, en mode, mais waouh, c'est un outil incroyable qui ne doit pas se limiter à son utilisation actuelle, c'est-à-dire des JPEG, de la musique, des vidéos, ce que je veux dire, de l'art qui existait avant et qui utilise le NFT juste pour être marchandisable, pour avoir un certificat d'authenticité. Pour toi, c'est pas juste une PFP, quoi. C'est ça, pas juste un PFP et c'est pas juste la possibilité d'être propriétaire d'un actif numérique. Pour moi, le fait de pouvoir être propriétaire d'un actif numérique doit créer des œuvres nouvelles. Et j'ai commencé à rêver en mode, mais comment est-ce que le smart contract peut amener de nouvelles œuvres, des méta-NFT, c'est-à-dire des NFT qui n'auraient jamais pu exister avant le smart contract. J'ai bossé avec des développeurs, on a regardé ce qui se faisait. Il y avait déjà des NFT dynamiques, c'est un peu de ça dont on parle, mais en les positionnant sur le registre de l'intentionnalisation, c'est-à-dire une œuvre d'art telle que moi je la conçois, elle est là pour s'intégrer au monde d'aujourd'hui, pour penser le monde d'aujourd'hui et pour changer. Pour changer surtout. Et un PFP, ça change pas le monde. C'est cool, c'est bien, c'est comme les collectibles, c'est comme les gaming, c'est bien, c'est joli. Je ne remets pas cet art-là en cause, je dis juste qu'il y a un potentiel dans le smart contract d'être un nouveau genre artistique. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ce côté qui n'était pas forcément pleinement exploité qui, toi, t'a intéressé à ce moment-là. Oui, j'ai toujours eu un peu envie de faire un truc nouveau. C'est-à-dire que si c'est pas nouveau, si on n'est pas le premier à le faire, ça m'amuse moins. J'avais vraiment envie de me dire, ok, ça me semble être complètement nouveau. Enfin, ça l'est déjà parce que le principe même est de créer quelque chose qui n'aurait pas pu exister avant. Je prends toujours l'exemple des frères Lumière. Quand les frères Lumière ont inventé le cinéma, ont été les premiers à mettre la caméra correctement. Est-ce qu'ils sont allés filmer une pièce de théâtre de Charlotte Bergerac? Non. Le théâtre, c'est au théâtre. Le cinéma, ils sont allés dans une gare à La Ciotat pour filmer un train qui est rentré en gare. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé un outil pour créer un nouveau type d'émotion artistique. Bien sûr qu'on peut filmer du théâtre, ça existe. Ça existe, oui. Mais aujourd'hui, le cinéma, c'est quand même majoritairement un art en tant que tel. C'est ça, des films. Des films. Et bien aujourd'hui, les NFT, c'est un outil comme le cinéma. Quel est l'art qui n'existe que par le NFT aujourd'hui? Il n'y en a pas. Je l'appelle moi l'art crypto-conceptuel. Ok. Pas le crypto-art. L'art crypto-conceptuel, c'est-à-dire c'est l'idée qui est à la base de l'œuvre d'art. J'aime bien ce concept. On est en train de faire plusieurs collections. On commence avec Cryptomusique, qui est notre première base, mais on a plein d'autres idées derrière et on est en train de s'ouvrir au monde et de se développer. Ok, excellent. Et du coup, Cryptomusique, parle-nous un petit peu de ce projet, la genèse, comment tu es arrivé justement à passer le cap au final, à te dire d'avoir cette simple idée à la base en disant oui, il y a peut-être moyen de mieux faire, de faire différemment, oui, je me lance et je vais essayer de mieux faire, de faire différemment. En fait, parmi toutes les idées de collection qu'on avait, il y en avait une qui était Cryptomusique. J'ai des collections sur les fonctions de burn dans les smart contracts, j'ai des collections sur l'obsolescence, sur le dynamisme des contrats, et il y en avait dans cette collection-là, il y avait Cryptomusique. On a choisi, avec l'ensemble de mon équipe, de s'orienter sur celle-là, et je vais te raconter pourquoi. Étant chef d'orchestre, étant quelque part plus connu en tant que chef d'orchestre, c'était légitime de dire, regardez les gars, la première collection qu'on sort, c'est en tant que chef d'orchestre. Forcément. Avec toute la légitimité qui est derrière, le fait qu'il n'y a pas d'orchestre sur la blockchain, on est le premier orchestre live sur la blockchain. Donc on a dit, allez, on commence par ça. Ça va être notre étendard. Alors Cryptomusique, c'est quoi? C'est un algorithme, alors je pense qu'on le voit un peu à l'image, mais si tu as fait de la guitare, tu le sais, les accords, ils s'écrivent avec des lettres. La majeur, c'est A. Do majeur, c'est C. Parce que ça fait presque 1000 ans. Moi, je ne le savais pas. C'est vrai? Écoute, sur toutes tes partitions, tu verras, il y a des lettres au-dessus des notes. Les lettres correspondent aux accords. Et bien, en fait, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ce sont les pays latins qui utilisent ça. Mais les pays anglo-saxons utilisent A, B, C, D, E, F, G. Et donc, depuis bientôt un millénaire, on est habitué à faire un lien entre les lettres et les notes. En fait, les musiciens font partie des premiers cryptographes. On peut crypter des lettres dans des notes. Alors pour ceux qui ont fait des maths, une relation, voilà, c'est une fonction non bijective, c'est une fonction subjective et non injective. Ça fait qu'en fait, une note peut correspondre à plusieurs lettres. Donc en fait, tu peux avoir, quand tu as les lettres, tu as forcément la mélodie qui va avec. Mais si on te donne la mélodie, ça peut te donner plusieurs lettres. Et ça, c'est exactement ce qui se passe avec la clé privée et la clé publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une clé publique
qui est le wallet, qui fait que le Web3 fonctionne. Et la clé privée, il n'y a que toi qui l'as. Et pourtant, il y a un lien cryptographique entre les deux. Et ben dans ma tête, ça a fait boum, en fait, ça c'est une allégorie. La musique est une allégorie de la blockchain. À partir de ce moment-là, j'ai fait ce parallèle-là directement. C'est ce qui fait qu'un truc avec lequel tous les compositeurs jouent, même Jean-Sébastien Bach s'était amusé à faire BACH en musique, et ben là d'un seul coup ça a du sens. Mettre de la musique cryptée sur la blockchain, c'est quelque chose qui existe depuis 1000 ans, mais qui pour la première fois au monde devient synonyme de valeur, de mind-blowing. Ça explose dans la tête en disant mais mon Dieu, là la musique que je suis en train d'entendre, elle n'est pas belle parce qu'elle est belle, elle est belle parce que les notes correspondent à mes lettres. Donc concrètement, cette concordance en fait. Voilà, il y a cette allégorie, cette métaphore, et qui permet aussi, grâce à la blockchain, de posséder de la musique, chose qui était quasi impossible avant, très complexe. Donc complexe pour le commun des mortels. Oui, mais même juridiquement complexe. C'est-à-dire que moi, si je compose une partition, à quel moment est-ce qu'on va dire qu'elle t'appartient? Un tableau, je le peins, je te le donne, il est à toi. Ouais. Une partition, je la joue, je te la donne. Tu possèdes le bout de papier. Exactement, ouais. Si tu n'es pas capable de la jouer, puis moi je peux le jouer derrière, c'est autre chose. On appelle ça de l'art allographique. C'est un truc qui fait qu'on ne peut pas posséder une œuvre d'art allographique. Bah là, la blockchain le permet. Concrètement, tu choisis une phrase, veux-tu m'épouser, Marie? Alors si quelqu'un l'a acheté avant toi, c'est foutu. C'est mort. Tu es obligé de le racheter sur le marché secondaire s'il veut le revendre. Premier arrivé, premier servi. Exactement. Un peu comme les noms de domaine en fait. Oui, c'est ça. Par contre, si personne ne l'a encore acheté, bah, tu vas pouvoir veux-tu m'épouser Marie. Tu bloques ça. On te crée un NFT de commande qui fait que c'est verrouillé. Moi, je reçois la liste de lettres. Il va falloir que je compose. Donc chaque lettre me donne une note, mais je peux mettre des dièses, des bémols pour que ce soit joli. Parce qu'un la, c'est un la dièse. Pour que ce soit le plus joli possible. Exactement. Je vais travailler et on va l'enregistrer avec un vrai piano. Donc il n'y a pas de robot, il n'y a pas d'IA, il n'y a même pas d'instrument numérique. Il n'y a pas d'instrument sur ordi. Tout est en vrai. Et je vais l'enregistrer soit sur le piano à queue, soit carrément avec l'orchestre. Okay. On prend un orchestre symphonique et on développe pendant 3 minutes le morceau qui est le morceau de ton texte. Dans ton NFT, à la fin, tu as la partition, le fichier audio, le fichier vidéo qui prouve qu'on l'a fait pour de vrai. Okay. Et les droits d'exploitation, si jamais Spielberg a envie d'utiliser pour son film, et ben en tant que propriétaire, tu as aussi une partie des droits d'exploitation commerciale. Okay. Donc en fait, on réunit le vrai monde d'aujourd'hui avec le monde de la blockchain. Et ça, tu es propriétaire du NFT. Ça veut dire que tu peux le revendre, tu peux le garder. On crée un espace immersif en 3D pour pouvoir profiter au maximum de l'immersion musicale. Bref, de A à Z, on essaye de repenser la consommation d'une musique comme une œuvre d'art où le sens, c'est pas juste c'est beau, le sens, c'est cette musique, c'est veux-tu m'épouser Marie. Et d'y ajouter la propriété. Et tu as la propriété. En fait, le NFT permet que tu sois propriétaire, que tu aies les droits d'exploitation, et puis de garantir qu'on ne pourra pas recomposer pour quelqu'un d'autre cette phrase-là. Elle est à toi et tu peux le revendre ou le garder. Est-ce que toi, tu as vécu ou tu as rencontré certaines difficultés particulières dans le lancement de ton projet? Oui, parce qu'on est en bear market aujourd'hui et que ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans qu'on travaille sur ce projet. Pas que Crypto Music, hein, l'ensemble du projet. Et on avait un peu l'impression qu'il suffisait d'arriver, de faire coucou, on est nouveau, on est ouf. Ouais, c'est un projet qui est ouf. Alors il y a 2 ans, c'était bon. Hein. Mais ouais, si t'étais sorti il y a 2 ans, c'était bon. Hein. Mais le temps qu'on arrive, on est en build market, j'aime bien dire ça. On n'est pas en bear market, on est en build market. Donc aujourd'hui, en effet, je croyais qu'on allait lancer ça en mars-avril, balancer ça auprès de quelques dégènes et que ça allait faire bim bam boum et que tout le monde allait l'acheter. Pas du tout. Ça ne marche pas comme ça aujourd'hui. Donc on a refondu l'offre pour aujourd'hui, en termes de segment de marché, aller beaucoup plus vers l'entreprise, là où il y a un peu plus d'argent aujourd'hui de développement et de recherche, ou aller vers ce que j'appelle le premium plus, c'est-à-dire la personne qui veut vivre une expérience musicale. J'ai envie de dire, et quelque part tant mieux, c'est pas le NFT qui est important. Nous, on vend dans n'importe quelle monnaie, on vend en fiat, c'est pas ça qui est important. Le prix, il est fixé en euros. Et derrière, quelle que soit la monnaie, on va se débrouiller. On va minter sur Ethereum parce que c'est la blockchain mère, la blockchain de luxe. Mais ce qui est important, c'est l'expérience musicale. Je préfère en fait, je pense que je vais plus facilement vendre ce produit à des gens qui veulent l'expérience d'une musique créée pour eux. Et le NFT, il est là pour valider que l'opération existe. Mais c'est pas le plus important. Et puis quand on redeviendra en bull market, là il y aura des gens qui viendront juste parce que c'est un NFT. Bien sûr. Et quelque part, c'est même pas ça que je cherche. Ce que je cherche, c'est du sens. Toi, c'est pas l'aspect spéculatif qui t'intéresse. Non. Alors ça, heureusement, j'ai trouvé des investisseurs qui me suivent. Là, on a fait une première levée de fonds entre nous, auprès des associés de base. Et tout le monde me parle de scalabilité. On va être scalable, mais on va être scalable dans Crypt global. C'est-à-dire qu'on va offrir aux artistes du monde entier la possibilité d'avoir des smart contracts sur
sur mesure pour des œuvres d'art nouvelles. Mais ça, c'est le plan B. C'est le plan 2. Le plan 2, ouais. C'est pas le plan B, c'est le plan 2. Deuxième étape. C'est la deuxième étape. Next step. Là, pour l'instant, pour faire un truc qui nous éclate, qui sera scalable, mais ce qui nous intéresse déjà, c'est de donner du sens et de prouver qu'on fait une expérience artistique qui n'avait pas de valeur il y a encore 4 ans avant que le token, la norme NFT existe. La tokenisation, c'est ça qu'on sur la veut blockchain. Ouais. C'est un outil, hein, le NFT. Ouais, c'est vrai que les gens, ils se rendent pas compte. Ils font souvent l'amalgame ou la déformation, mais c'est ni plus ni moins qu'un outil, tout simplement. Tout à fait. Et pourquoi le choix Ethereum? Alors pourquoi Ethereum? On s'est beaucoup posé la question. Je pense qu'Ethereum, c'est un peu la maison mère. C'est là où le token du NFT, la norme spécifique, a été créée. Tout le reste est Ethereum-based. Donc en fait, c'était logique. C'est un peu le côté luxe. On est sur un produit de luxe. On assume ce positionnement. Un produit premium, quoi. Voilà, produit premium. Et il n'y a pas que la musique, il y a tout le côté œuvre d'art contemporaine. Je trouvais ça logique d'être sur Ethereum pour ça. Et depuis que c'est devenu vert, quand même maintenant une blockchain quand même écolo. Et du coup, pour le moment, pour les œuvres de musique, il y a plusieurs packages, il y a plusieurs offres. Oui, pour le coup, là, pour l'instant, on est sur le format piano, le format orchestre. Okay. On propose 2 formats musicaux. Si ça marchera très bien, on proposera des formats pop rock, des formats big band, cuivre. Voilà. Pour l'instant, c'est piano seul, grand piano à queue, ou format orchestre. Et donc, on est soit en grand public sur notre site, mais là, on cherche pas à communiquer dessus. On cherche plutôt à vendre à des entreprises ou à des expériences musicales, donc à des premiums pour qui on va privatiser pendant une journée. Tu sais, on a regardé, nous, sur notre budget, 70% c'est de base du coût humain. Okay. Uniquement des gens. On n'est pas en train de payer de la tech ou de payer de la marge. Parce que c'est une réelle volonté de ta part de ne pas faire appel à l'IA, justement. Non, le jour où je ferai appel à l'IA, ce sera pour un projet qui nécessitera l'IA. Okay. Il faut qu'il y ait une nécessité dans le process artistique. Quelque chose que l'humain ne pourra pas faire. Exactement, dont il aura besoin. Là, on est sur un produit que l'humain peut faire et dont l'intérêt est justement de relier une tradition avec un nouvel usage. Si je ramène l'IA dedans, ça n'a plus du tout le même sens. Et c'est ça qui donne tout son charme à ton projet aussi. Oui, c'est ça qui confère une énergie particulière. Et attention, hein, je travaille, je me prépare à travailler avec l'IA pour des compositions futures. C'est en train d'arriver. Mais je crois que l'énergie, la force de quelque chose, elle vient de l'intention qu'on y met. Et donc l'intention d'un compositeur qui a passé des heures sur une mélodie créera une énergie différente. Et la longueur des morceaux que tu composes, là on est sur variable ou c'est du fixe? C'est relativement fixe, on est sur une moyenne de 3 minutes. Okay. On est format CD, format single. Ouais, format musique classique. Voilà, entre 2 minutes 30 et 3 minutes 30, histoire d'avoir le thème qui va être en boucle, qu'on va entendre plusieurs fois, mais qui va se développer aussi. Donc voilà, on a toujours la version jingle de 20 secondes. Si on prend juste le jingle, mais on développe le thème, 3 minutes, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Alors, on peut me souhaiter, c'est une très bonne question, de la joie. Ouais. Parce que je crois que ce monde en a terriblement besoin. Et tu vois, je m'anime là quand je le fais. On voit que tu es passionné. Oui, je suis passionné par ce que je raconte. Et en même temps, un peu paniqué, un peu triste des conflits, bien sûr. Un peu triste dès qu'il y a un nouvel outil, c'est le Far West, là, le Web3. Moi, j'y vois un potentiel incroyable. Mais je suis aussi très vite attristé par tous les scammers, par tous les gens qui n'y mettent pas du sens, par tous les gens qui n'y voient que de l'arnaque ou de la spéculation. Et s'il y a un truc que je me souhaite en tout cas à moi-même, c'est d'arriver à rester dans la joie parce que c'est le seul moteur pour avancer dans la vie, pour créer, pour tenter de rendre le monde meilleur. Et donc il faut se souhaiter de la joie. C'est la joie qui amènera le succès, pas le contraire. Et ben en tout cas, je te souhaite beaucoup de joie dans ton avenir. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.